Téléspectateurs de la chaîne toujours au cœur des grands événements, bonjour ou bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. Le décor vous est désormais familier. Bienvenue à vous, à votre émission mensuelle dont le titre est « À la découverte de la CNSS ». Cette émission est une initiative de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, en partenariat avec votre chaîne de télévision, la RTB, en vue de vous permettre de faire plus ample connaissance avec les missions et les services de la CNSS. Vous vous souviendrez des thèmes comme l'affiliation des employeurs et l'immatriculation des travailleurs salariés et assimilés, l'assurance volontaire, le recouvrement des cotisations sociales, entre autres, dont nous avons discuté au cours des 6 numéros passés. À ce 7e numéro, nous aborderons le thème des pensions. Que faut-il entendre par le terme branche des pensions de la CNSS? Quels sont les différents types de prestations de la branche des pensions? Nous poserons ces questions à nos invités présents sur ce plateau. Nous avons donc Madame Larissa Wali. Madame Wali est chef de division prestations de la direction régionale de Bobo-Dioulasso. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Bienvenue à vous. Merci. Nous avons également Monsieur Saliou Diallo. Il est chef de l'agence de Sarfalao de la direction régionale de Bobo-Dioulasso. Bienvenue monsieur. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, Et à merci. Bobo-Dioulasso? Oui, tout va bien, merci. D'accord, nous reviendrons à vous comme je l'ai dit. Quelles connaissances les populations ont-elles sur la branche des pensions de la CNSS? Que pense l'Association nationale des retraités du Burkina des prestations liées à la pension? Les réponses tout de suite dans ce micro-trottoir. C'est un reportage de Franck Ouedraogo et SL Judith Assogba. Je suis venu pour un complément du dossier de pension. Voilà, parce que j'ai cotisé au niveau de la Carrefour et également au niveau de la CNSS aussi. J'ai cotisé quelques années. Voilà, donc au niveau de la Carrefour, ça c'est fini. Maintenant, c'est le dossier de la CNSS là que je suis en train de poursuivre. Au niveau de la Carrefour, c'est déjà fait. Au bout de 72 heures, j'avais déjà mon premier chèque. Maintenant, c'est au niveau de la CNSS, ça fait un mois que je poursuis. Voilà, mais c'est sur une bonne voie. La CNSS va traiter le dossier et le renvoyer au niveau de la Carrefour, puisque c'est à la Carrefour que j'ai cotisé plus. Et ils vont faire un calcul et me verser une pension unique, quoi. Ce n'est pas 2 pensions, mais ce serait une pension unique. Par rapport à ce que j'ai gagné mensuellement, ce n'est pas fameux. Voilà, mais bon. On fera avec. Éventuellement, si l'État peut revoir un peu à la hausse cette pension, quoi. J'étais venu pour voir la situation de ma pension. Voilà, j'avais déposé le dossier le 20 juin, donc j'étais en train de faire les courses là-dessus. C'est ça, aujourd'hui, j'étais venu pour voir la situation. Comme moi, je n'ai pas touché d'abord ma première pension d'abord, c'est un peu difficile pour moi de dire grandes choses d'ici. Mais en tout cas, on espère en tout cas que c'est ça aussi notre garantie. Tout ce qu'on a fait dans la vie là aussi, c'était notre garantie aussi pour pouvoir avoir la retraite là, pour pouvoir se dépanner aussi après la fatigue. Tous ceux qui n'ont pas affilié à la caisse là, s'ils peuvent le faire. Parce qu'aujourd'hui aussi, à nos jours, là, les entreprises n'acceptent pas aussi d'affiler les gens, mais il y a d'autres qui peuvent aller s'inscrire eux-mêmes. Celui qui a la possibilité de faire, il n'a qu'à le faire, que ça donne une garantie. Il faut être à la retraite pour comprendre très bien le problème du retraité. Nous sommes là pour, avec les 2 caisses, pour veiller au bon fonctionnement des textes envers les retraités d'abord, et surtout, de temps en temps, veiller à ce qu'on revienne régulièrement sur la pension. Quand on voit ceux qui viennent d'aller à la retraite et les anciens, il y a un grand écart. Et nous sommes en négociation avec les 2 caisses pour qu'on travaille à réduire cette inégalité-là. Vous savez qu'avant, les cotisations étaient fixées à 4,5%. Mais entre-temps, le décret qui est venu en 2004 a remonté ça jusqu'à 8%, comme les fonctionnaires. Vous voyez? Donc ceux qui ont cotisé à partir de 2004, là, bon, vraiment leur pension est très consistante. Le gouvernement, il avait demandé en son temps qu'il y ait des études actuarielles au niveau des deux caisses. Là, on a reçu l'étude actuarielle de la
Carrefour d'abord et ensuite la CNSS. Voilà, vous venez donc de suivre les avis des populations et de l'Association nationale des retraités du Burkina sur les pensions. Et comme je vous l'ai dit, nous avons deux invités sur ce plateau pour parler de cette question. Nous avons donc M. Diallo et Mme Wali. On va demander tout de suite à nos invités de réagir sur les avis qui ont été collectés dans ce micro-trottoir. M. Diallo, qu'est-ce que vous pouvez dire comme ça de prime abord? Bon, je dirais de prime abord que ces interventions sont quand même justifiées parce que les pensions ne sont pas assez élevées. Cela aussi est fonction du salaire du moment. Il faut reconnaître qu'autrefois, les salaires n'étaient pas assez consistants. Mais maintenant, nous avons quand même remonté aussi le salaire soumis au plafond des cotisations qui est passé de 200 000 à 600 000 francs. Et en plus de cela, le taux d'annuité a changé depuis un moment. Il est passé à 2%. Mais il faut reconnaître qu'en 2012, la CNSS a fourni quand même un grand effort. Elle a revalorisé l'ensemble des pensions à raison du taux d'annuité de 2%. Et c'est vraiment un rappel assez important qui a été fait aux différents assurés. Madame Wali? Je dirais que c'est vraiment légitime parce qu'on comprend bien la souffrance des retraités. Ils estiment que le niveau de la pension est faible par rapport à la cherté de la vie. Absolument. On en est conscient. Mais il faut aussi, comme le monsieur de l'association des retraités l'a si bien souligné, pour procéder à l'augmentation des pensions, il faut d'abord faire des études actuarielles. Il en a parlé, voilà, pour qu'on soit sûr qu'en revalorisant les pensions, la branche sera viable. Parce que rien aussi ne sert d'augmenter les pensions et se retrouver 2-3 ans après avec une branche déficitaire. On est bien conscient, mais on se dit que d'ici là, bon, quelque chose pourrait être fait pour soulager leur douleur. D'accord. Donc, c'est une question, on va dire, en étude. C'est en étude. Voilà, parce que comme vous l'avez dit, la dernière revalorisation, c'était en 2002. Effectivement, 2012, d'accord. Voilà. Donc, peut-être que maintenant, la question peut être reposée. Voilà. Que renferme la branche des pensions? On va poser la question à Mme Wali. La branche des pensions regroupe des prestations qui sont destinées à garantir à ceux qui prennent leur retraite ou qui sont frappés d'invalidité ou encore aux survivants de ces personnes des moyens d'existence décents, bien sûr en rapport avec les cotisations que les titulaires auraient versées à cet effet. C'est donc dit que la branche des pensions regroupe des prestations qui couvrent essentiellement 3 risques que sont la vieillesse, l'invalidité et le décès, dont la particularité est d'être couvert par des prestations de longue durée. Donc, en termes d'ordre de création des branches, la branche des pensions est la Benjamin des branches parce qu'elle est née le 6 octobre 1960. Et qui sont les bénéficiaires des prestations servies au titre de la branche des pensions? Je dirais que les bénéficiaires de ces prestations de vieillesse sont donc les assurés obligatoires, les assurés volontaires et les survivants de ces assurés. En ce qui concerne les assurés obligatoires, il s'agit des travailleurs permanents, des travailleurs occasionnels, des travailleurs saisonniers et les volontaires nationaux et les apprentis qui ont un titre contrat d'apprentissage et les stagiaires qui sont munis aussi d'un contrat de stage. Il faut dire qu'en ce qui concerne les assurés volontaires, ce sont des travailleurs indépendants qui sont dans des professions libérales, artisanales, commerciales et de l'économie informelle. Les survivants des pensionnés, eux, sont le conjoint survivant, notamment la veuve ou le veuf, et les enfants qui sont à la charge de l'assuré et les ascendants en ligne directe qui sont à la charge de l'assuré célibataire sans enfants. Voilà un peu les bénéficiaires de ces prestations. Et quelles sont les prestations servies au titre de la branche des pensions? Les prestations servies au titre de la branche des pensions, selon que l'assurance est obligatoire ou volontaire. Monsieur Diallo a cité comme bénéficiaires des prestations servies au titre de la branche des pensions les assurés volontaires. Donc les prestations qui sont servies au titre de la branche des pensions dépendent du type d'assurance. Donc on a 2 types d'assurance. On a l'assurance obligatoire et l'assurance volontaire. D'accord. Donc, les prestations qui sont servies au titre de l'assurance obligatoire sont au nombre de 6. Donc, 2 prestations de vieillesse, à savoir la pension de vieillesse et l'allocation de vieillesse. 2 prestations d'invalidité, que sont la pension d'invalidité et la pension anticipée. Et 2 prestations de survivants, à savoir la pension de survivant et l'allocation de survivant.
Maintenant, les prestations servies au titre de l'assurance volontaire sont au nombre de 4. 2 prestations de vieillesse, que sont la pension de vieillesse et l'allocation de vieillesse, et 2 prestations de survivants, que sont la pension de survivants et l'allocation de survivants. Vous remarquerez que les prestations d'invalidité ne sont pas servies au titre de l'assurance volontaire. C'est la différence entre les prestations qui sont servies au titre de l'assurance volontaire et au titre de l'assurance obligatoire. Quels sont les contenus de chaque type de prestation ainsi que les conditions de leur attribution? La pension de vieillesse, c'est une prestation qui est octroyée à tout assuré qui remplit les conditions ci-après. Avoir atteint l'âge de départ à la retraite, totaliser au moins 180 mois d'assurance et avoir cessé toute activité. À ce niveau, il faut dire que les conditions sont cumulatives. C'est le principe du tout ou rien. Voilà. Donc, pas une condition sans l'autre. Voilà. Donc, en ce qui concerne la condition d'âge, il faut dire à ce niveau que l'âge de départ à la retraite est encadré par des textes. Il y a 2 décrets essentiellement qui fixent le décret 024 de 2005 qui fixe l'âge de départ à la retraite des travailleurs salariés. Ça veut dire que les travailleurs qui sont régis par le Code de sécurité sociale. Et ce décret-là fixe l'âge de départ à la retraite de la façon suivante. 56 ans pour les ouvriers assimilés, 58 ans pour les employés assimilés, 60 ans pour les agents de maîtrise et les cadres et assimilés, 63 ans pour les enseignants et les médecins officiants dans le privé. Quant au deuxième décret, c'est le décret 2017 et 1066 du 7 novembre 2017. Ce décret-là, lui, il fixe l'âge de départ à la retraite des agents publics, si vous voulez, des fonctionnaires de l'État. Et à ce niveau aussi, l'âge de départ à la retraite est fixé de 55 ans à 63 ans. Donc 55 ans, c'est pour les catégories D et E, 58 ans, c'est pour les catégories B et C, 60 ans, c'est pour la catégorie A, 63 ans, c'est PA, PB et PC. Donc l'âge de départ à la retraite, là, pour le déterminer, ça dépend du statut de l'assuré. Selon que l'assuré est un travailleur soumis aux dispositions du Code du travail où il a le statut de fonctionnaire. Ce qui veut dire qu'à la Caisse nationale de sécurité sociale, on a 2 types. Il y a des gens qui sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite à 56 ans et d'autres à 55 ans. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième condition, qui est la condition d'assurance, donc avoir totalisé 15 ans d'assurance ou 180 mois d'assurance au cours de sa carrière. Donc, il faut comprendre par mois d'assurance le mois au cours duquel l'assuré a été assujetti à un emploi pendant au moins 18 jours. Et pendant ces 18 jours, il doit avoir travaillé au moins pendant 96 heures pour un salaire égal au moins à la moitié du SMIC. Maintenant, pour les travailleurs qui sont rémunérés à la tâche ou à la pièce, donc est considéré comme mois d'assurance le mois au cours duquel il a au moins la rémunération servie est égale à 80 fois le salaire horaire minimal du lieu de l'emploi. Ça, c'est pour la deuxième condition. La dernière condition, c'est avoir cessé toute activité salariée. Donc, à ce niveau, il ne faut plus exercer d'activité pour que la pension puisse, pour pouvoir prétendre à la pension. Okay. Voilà, ça, ce sont les conditions pour prétendre à la pension de vieillesse. Il faut dire que, en ce qui concerne maintenant la date d'effet, la pension de vieillesse est due à partir du premier jour suivant la date à laquelle les conditions requises ont été remplies. Les conditions que j'ai citées précédemment. Si par exemple quelqu'un a 180 mois de cotisation et n'a pas l'âge requis selon sa catégorie socio-professionnelle, cette personne ne peut pas prétendre à la pension. Je vous le disais tantôt, les conditions sont les conditions sont cumulatives. S'il a 180 mois, il faut qu'il ait absolument l'âge, les autres conditions. Voilà. Donc ça aussi, je disais que la pension est due à partir du premier jour suivant la date à laquelle les conditions requises ont été remplies, sous réserve que la demande ait été adressée à la CNSS dans un délai de 24 mois. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui remplit toutes ces conditions, la loi lui donne 24 mois pour déposer son dossier de pension. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2020. Donc le droit est ouvert à partir du 1er janvier 2021. Donc, il a du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022, 22, oui, puisque c'est 24 mois. Voilà, pour pouvoir introduire son dossier de pension. S'il introduit le dossier de pension, par exemple, même le 30 décembre 2022, on va lui faire un rappel depuis le 1er janvier jusqu'à nos jours. Par contre,
s'il dépose le dossier le 1er janvier 2023, il y a une prescription des arrérages. La date d'effet maintenant, ça sera le lendemain de la réception de la demande. Le droit n'est pas prescrit, mais les arrérages sont prescrits parce que la loi lui avait donné au moins 2 ans pour agir. C'est comme si on sanctionne un peu sa négligence. Mais le droit est intact, c'est les arrérages qui sont prescrits. Voilà. Ça, c'est ce qui pouvait être dit pour la pension de vieillesse. Maintenant, l'allocation de vieillesse, c'est une prestation qui est servie à l'assuré qui a atteint l'âge de départ à la retraite, mais qui ne totalise pas 180 mois. La différence entre l'allocation de vieillesse et la pension, c'est au niveau de l'âge. Non, pas de l'âge, la période de cotisation. D'accord. Parce que pour prétendre à la pension, il faut 180 mois. Et l'allocation est une prestation qui est servie à l'assuré qui n'a pas totalisé 180 mois. Mais dans l'âge, voilà. La condition d'âge est remplie. Voilà. À ce niveau aussi, il faut dire que pour la date d'effet, c'est la même chose. La loi aussi lui donne 2 ans pour agir. Voilà. Ici, la spécificité de l'allocation de vieillesse, c'est que c'est une prestation en versement unique. On calcule les droits et on reverse une seule fois. Oui, c'est pas comme la pension qui est régulièrement versée. Donc ça, c'est les conditions qu'il faut remplir pour prétendre à l'allocation de vieillesse. Pour ce qui est de la pension anticipée, c'est une prestation qui est octroyée à l'assuré de 50 ans accomplis, qui a une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales, le rendant inapte à exercer une activité salariée. Parce que ça aussi, c'est les aléas de la vie. Voilà, il peut, entre-temps, au cours de sa carrière, n'être plus en mesure de travailler. Pour s'assurer, au lieu qu'on attende l'âge de départ à la retraite, s'il a 50 ans révolus, il y a une prestation qui peut lui être octroyée. Donc les conditions aussi, c'est ça, il faut avoir 50 ans révolus, avoir totalisé au moins 180 mois d'assurance, avoir cessé toute activité. Voilà, à ce niveau aussi, la pension est due pour compter de la date d'établissement du certificat médical. Parce que qui parle d'usure prématurée parle bien sûr d'un document médical pour l'attester. Et ce document médical, lorsqu'il est introduit au niveau de la CNSS, il est transmis au médecin conseil pour avis. Donc si l'avis du médecin conseil est favorable, l'assuré peut prétendre maintenant à la pension anticipée. Il y a une autre prestation qui ressemble un peu à la pension anticipée, on l'appelle la pension d'invalidité. La pension d'invalidité, c'est une prestation qui est servie à l'assuré qui a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales, le rendant incapable de gagner plus d'1 tiers de la rémunération qu'un travailleur ayant la même qualification peut se procurer par le travail. Voilà, à ce niveau, les conditions, c'est avoir été immatriculé à la CNSS depuis au moins 5 ans et totaliser 6 mois d'assurance au cours des 12 derniers mois qui ont précédé l'invalidité. À ce niveau, il faut dire que la pension d'invalidité a un caractère temporaire. Et normalement, elle est remplacée par une pension de vieillesse du même montant lorsque l'assuré atteint l'âge de départ à la retraite. Temporaire, c'est-à-dire quoi? Elle peut être suspendue. Elle peut être suspendue parce qu'une atténuation de l'invalidité, voilà, peut conduire à la suspension de la pension. L'autre prestation, c'est les pensions de survivants. C'est une prestation qui est octroyée aux survivants d'un assuré bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou qui, à la date de son décès, totalisait 180 mois d'assurance. Donc, à ce niveau, il y a 2 cas de figure. Pour que les survivants puissent bénéficier d'une pension, le titulaire, ça veut dire que l'assuré pouvait déjà être à la retraite, touchait déjà sa pension, il décède. Là, les survivants ont droit à la pension de réversion, tout comme l'assuré pouvait toujours être en activité. Quelqu'un qui est décédé peut-être même à 50 ans et qui a déjà 15 ans de cotisation. Donc les survivants, M. Diallo l'a dit, que sont le conjoint survivant, son épouse non remariée, non divorcée, ses enfants de moins de 21 ans ou ses pères et mères en ligne directe, ça c'est selon les cas, peuvent aussi bénéficier des prestations. La dernière prestation, c'est l'allocation de survivant. L'allocation de survivant, c'est une prestation qui est reversée aux ayants droit d'un assuré qui, à la date de son décès, ne totalisait pas 180 mois d'assurance et qui ne pouvait pas non plus prétendre à une pension d'invalidité. Donc, de façon ramassée, c'est ce que je pouvais dire par rapport au contenu des prestations et aussi aux conditions d'octroi. D'accord, je vous remercie, Madame Ouali. Alors, on est pressé de savoir maintenant qu'est-ce qu'on gagne dans chacun des cas. Quel est le mode de calcul des prestations de la branche des pensions? Bon, je vais commencer par la pension de retraite, d'invalidité et anticipée. Mais je tiens à rappeler quand même quelques articles
de la loi 04 du 6 avril 2021 qui porte sur notamment l'article 95 qui dit que la rémunération mensuelle du travailleur est soumise à l'ensemble des 5 meilleures années. Oui. En plus, il y a le deuxième article, il s'agit de l'article 96, qui dit donc que le montant mensuel de la pension est égal est fixé à 2% du salaire mensuel du travailleur pour chaque période de 12 mois. Voilà. Alors, dès que nous avons ces deux articles de la loi, nous pouvons dès maintenant procéder au paramétrage de la pension. Nous déterminons d'abord la période d'activité salariée. Cela, nous savons combien de mois l'intéressé a travaillé. Après cela, nous déterminons le salaire mensuel moyen, qui est la somme des salaires des 5 meilleures années divisé par 60. Après cela, nous procédons donc, nous recherchons le taux de la pension. Le taux de la pension est égal au nombre de mois total divisé par 12 multiplié par le taux d'annuité qui est de 2%. Et après, nous déterminons la pension de l'intéressé, la pension mensuelle donc, qui est, nous prenons le salaire mensuel moyen et nous multiplions par le taux de la pension. Et là, nous avons la pension mensuelle de l'intéressé. Il faut dire que la pension mensuelle de l'intéressé, du travailleur, est arrondie à la centaine de francs supérieurs. En ce qui concerne donc l'allocation de vieillesse, le montant de l'allocation de vieillesse est égal à autant de mensualité de la pension de vieillesse qu'aurait pu prétendre l'assuré au terme de 180 mois d'assurance qu'il a accompli de période de 6 mois d'assurance. Le paramètre de ce calcul aussi est vraiment simple. Nous recherchons donc le salaire mensuel de l'intéressé. C'est donc les périodes de cotisation. Si l'intéressé a travaillé, les 5 meilleures années sont retenues et nous les divisons par 60. Dans le cas où il n'a pas travaillé 60 mois, nous prenons donc l'ensemble des salaires sur le total des mois qu'il y a. Après cela, nous recherchons le salaire, la pension fictive. Cette pension fictive correspond à la pension qu'il aurait prétendue, c'est-à-dire 30%. Maintenant, nous calculons l'allocation de vieillesse en prenant l'ensemble des totals de mois divisé par donc 6 et multiplié par 30. Et nous avons l'allocation de vieillesse de l'intéressé. En ce qui concerne les pensions de survivants, le calcul est identique à la pension de vieillesse, à la pension d'invalidité et de la pension anticipée. Par contre, ici, nous attribuons après 50% au conjoint, mais s'il y a plusieurs conjoints, ce montant de 50% est reparti entre les veuves de manière égale. Cette répartition est définitive, même en cas de non-remariage et de décès des veuves. 50 autres % sont attribués aux orphelins, mais s'il y a plusieurs orphelins, ces 50% sont répartis entre eux de manière égale, en part égale, et cette répartition est aussi définitive. 25% sont attribués aux ascendants en ligne directe à la charge du travailleur célibataire sans enfant. Le calcul des pensions, des allocations de survivants. 50% pour le conjoint survivant. Ce montant de 50% est reparti aussi lorsqu'il y a plusieurs conjoints, c'est-à-dire les veuves. Voilà. Et cette répartition est aussi définitive lorsque cela est appliqué. Et qu'est-ce qu'il faut entendre par veuve? Est-ce que s'il y en a deux qui sont mariés sous le régime de la loi qu'on connaît, et puis il y a une troisième, par exemple, qui est mariée de façon coutumière, est-ce qu'elle a droit à la prestation au même titre que les autres veuves? Non, la loi ne reconnaît pas celle qui a fait le mariage coutumier. D'accord. Ce n'est que le mariage à la mairie, civil, comme on dit, le mariage civil qui est reconnu. Voilà. Donc, est-ce que les orphelins sont déterminés de la même façon? Est-ce que quelqu'un qui aurait eu des enfants en dehors d'un mariage civil, est-ce que ces orphelins-là sont considérés comme, ces personnes sont considérées comme orphelins et ont droit à ces prestations? Ils ont droit parce que tous ces enfants sont considérés comme des enfants à la charge de l'assuré. D'accord. Alors, la dernière intervention, c'est la part des ascendants. En ce moment, pour l'allocation de vieillesse, 100% du montant est accordé
aux ascendants en ligne directe. Qu'est-ce qu'il faut retenir par ascendant? Ascendant, c'est les pères et mères, voilà, en ligne directe. Biologique qui interviennent, okay. C'est ça. D'accord. Oui, Madame Wali veut compléter. D'accord, je voudrais juste prendre un exemple pour qu'on comprenne mieux, voilà, par type de prestation. Absolument. Donc, le premier exemple que je vais prendre va concerner la pension, le calcul de la pension de vieillesse. D'accord. Je pense que c'est la prestation que beaucoup, la plus courante. Voilà, donc, on va prendre un exemple d'un assuré qui a un salaire mensuel moyen de 100 000 francs. Je vous remercie, j'allais vous poser la question. Donc, le salaire mensuel moyen, comme M. Diallo l'a dit, il s'obtient à partir des 5 meilleures années. Pas forcément les 5 dernières années. Les 5 dernières années peuvent être les meilleures. Si elles ne sont pas les meilleures, on va fouiller dans la carrière de l'assuré pour rechercher les 5 meilleures années. Le salaire mensuel moyen, lorsqu'on va retrouver ces meilleures années-là, on va faire la sommation, on va diviser par 60. Donc, je prends l'exemple, le cas d'un assuré qui a un salaire mensuel moyen de 100 000 francs. Absolument. Et qui a travaillé pendant 15 ans. Il vous a dit tantôt que le taux d'annuité, c'est 2%. Donc, le taux de sa pension sera 30 000 francs. Donc, pour calculer la pension, c'est tout simple. On applique le taux de la pension au salaire mensuel moyen. Donc, il aura 30% de 100 000. Autrement, le montant mensuel de sa pension serait de 30 000 francs. Pour l'exemple que j'ai pris. Pour un travailleur salarié qui avait un salaire de 100 000 francs, un salaire mensuel moyen de 100 000 francs et qui a travaillé pendant 15 ans. Voilà, pendant 15 ans. Pour l'allocation de vieillesse, on va garder les mêmes paramètres. Pour l'allocation de vieillesse, on prend l'exemple de quelqu'un qui a un salaire mensuel moyen de 100 000 francs et qui a travaillé pendant 175 mois. Ce qui fait combien d'années? Moins de 15 ans. Voilà, moins de 15 ans. Donc, à ce niveau, on va calculer, comme M. Diallo l'a dit, une pension fictive. La pension fictive, là, sera égale à 30% de son salaire mensuel moyen. Donc, la pension fictive, là, on prendra les 100 000 qu'on va multiplier par 30%. On va trouver 30 000 francs. Maintenant, on va calculer le taux de sa pension. M. Diallo aussi vous l'a dit, on va diviser les 175 par 6. D'accord. Et ce qu'on aurait trouvé là, on applique ça au montant, voilà, de la pension fictive. Voilà. Quant aux pensions de survivants, on liquide d'abord la pension du tutélaire. Et maintenant, on applique la clé de répartition. Je continue avec le premier exemple, l'assuré qui a 15 ans de cotisation et qui a un salaire mensuel moyen de 100 000 francs. Donc, on avait trouvé 30 000 francs comme le montant mensuel de sa pension. Ce sont ces 30 000 francs-là, en cas de décès, c'est ça qui sera reparti entre ses survivants. Et la clé de répartition, M. Diallo vous a dit 50% pour la veuve ou les veuves, voilà, 50% pour les enfants. Voilà. Maintenant, les ascendants dont M. Diallo a parlé, là, eux, ils viennent en ligne de compte quand le célibataire là, n'a pas eu d'enfant. Voilà, et il n'avait pas d'épouse. Là, les pères et mères, chacun a droit à 25%. Voilà, c'est juste un calcul pour que les gens comprennent un peu comment les pensions sont liquidées. Monsieur Diallo aussi vous l'a dit, le montant mensuel est arrondi à la centaine de francs supérieurs. Il peut arriver qu'on calcule, qu'on trouve par exemple 30 120. Donc on va arrondir à 30 200. C'est à la centaine de francs supérieurs. D'accord. Voilà, c'est juste un exemple. Je vous remercie. Et quelles sont les pièces constitutives par type de prestation? Il y a d'abord l'imprimé de demande de liquidation vieillesse qu'il faut récupérer à la CNSS. Il faut donc que le travailleur fournisse sa carte d'immatriculation, qu'il nous donne le livret de prestations familiales ou à défaut son acte de naissance, celui ou celle de ses épouses et de ses enfants. Il doit aussi nous fournir le certificat de travail ou les différentes attestations qui lui seront délivrées. Il fournit le certificat de travail CNSS qui indique les meilleurs salaires. C'est l'employeur qui le remplit. Il doit nous donner un certificat de cessation d'activité. Il doit aussi fournir un relevé d'identité bancaire pour nous permettre de virer sa pension. Il doit nous fournir un certificat de vie pour nous dire qu'il est encore vivant et qu'il est parmi nous. Il doit fournir les certificats de scolarité des enfants de moins de 21 ans s'il y a lieu. Les certificats de vie des enfants de moins de 16 ans s'il y a lieu. Et
très souvent, nous demandons aussi qu'ils nous fournissent les bulletins des 5 meilleures années pour nous permettre de faire une certaine confrontation ou de liquider diligemment le dossier. Voilà. Est-ce qu'il existe des particularités en ce qui concerne les prestations de la branche des pensions? On va aller vers Mme Wali pour cette question. D'accord. Il y a quand même quelques particularités. La première particularité que je peux noter, c'est que la plupart des pensions sont viagères. Ça veut dire qu'elles sont concédées à vie. Aussi longtemps que le titulaire de la pension de vieillesse vivra, il percevra, bien sûr, si les pièces de maintien de droit sont déposées selon la périodicité requise, ce titulaire-là va toujours bénéficier de sa pension. Donc, la première particularité, c'est que les pensions sont viagères, sauf bien sûr la pension d'invalidité. Je vous ai dit tantôt qui peut venir à être supprimée. Et il y a aussi les pensions d'orphelins. Les pensions d'orphelins aussi sont temporaires parce que lorsque l'orphelin atteindra la majorité, donc le paiement de la pension va s'arrêter. Voilà, ça c'est la première particularité. La deuxième particularité qu'on peut citer, c'est que le bénéficiaire d'une pension de vieillesse, d'invalidité ou anticipée a droit à une bonification pour enfants à charge. D'accord. Donc, en plus de sa pension, il y a une prestation qu'on lui attribue, qu'on appelle bonification pour enfants à charge. Les enfants à charge, ce sont les enfants qui sont nés avant son admission à la retraite. Donc, un travailleur qui va à la retraite et qui a 4 enfants de moins de 21 ans, en plus de sa pension, il y a une bonification d'un montant de 2 000 francs par mois qui lui sera alloué. Voilà, ça aussi, c'est une particularité. La troisième particularité est relative au montant de la pension. Donc, il y a un plancher et un plafond qui ont du moins été fixés. Tout comme pour le recouvrement des cotisations, la loi aussi a déterminé un salaire minimum et un salaire maximal. Voilà, qu'on doit retenir pour le calcul des cotisations. Donc, ce même plancher est applicable au niveau de la liquidation des pensions. En un mot, c'est pour dire que le montant mensuel de la pension de vieillesse, d'invalidité ou anticipée ne peut être inférieur à 84% du SMIC, ni supérieur à 80% du salaire mensuel moyen. Le SMIC de nos jours, il est à 30 684. Voilà. Autrement dit, à la CNSS, la pension de vieillesse, d'invalidité ou anticipée la plus faible, le montant est de 24 600. Parce que la loi aussi a dit que le montant de la pension ne saurait être supérieur à 80% du salaire mensuel moyen. Et comme on le sait, le salaire minimal qu'on puisse déclarer à la CNSS, c'est le SMIC. Si vous prenez 80% des 30 684, vous allez retrouver 24 500 et quelques. Mais comme on l'a dit, c'est toujours arrondi à la centaine de francs supérieurs. Donc, ce qui fait que le montant de la pension la plus faible à la CNSS, c'est 24 600. Et le montant le plus élevé, c'est 480 000. Je dis bien à la liquidation, parce qu'il y a des pensionnés qui ont plus de ce montant. Parce qu'il y a aussi c'est vrai que c'est un peu rare, mais il y a eu aussi des augmentations. Ceux qui sont allés à la retraite avant 2012, il y a eu des augmentations. Donc, à la liquidation, le montant pouvait être de 480 000. Et avec l'effet des augmentations, le montant peut dépasser. Mais à la liquidation, à la CNSS, on ne peut pas liquider une pension d'un montant de plus de 480. Donc, le plancher, c'est 24 600 et le plafond, c'est 480 000. Voilà. Ça, c'est aussi une particularité de la pension. Il faut aussi dire que les pensions sont cumulables. C'est une particularité. Donc, on peut être bénéficiaire d'une pension de vieillesse et d'une pension de réversion. Pension de réversion? Oui. Donc, l'assuré peut avoir travaillé. À sa retraite, on lui liquide une pension de vieillesse. Et entre-temps, malheureusement, son épouse décède. Donc, il a droit à la pension de veuf. Les deux sont cumulables. C'est aussi valable pour les enfants. Pour peu qu'ils répondent toujours à la notion d'enfant à charge, donc les enfants peuvent bénéficier de 2 pensions, dont l'une du chef de leur père et l'autre du chef de leur mère. Donc, ces pensions aussi sont cumulables. Une autre particularité, c'est que la pension et le salaire ne sont pas cumulables. Là, le cumul est proscrit. Donc, lorsque vous êtes titulaire d'une pension de vieillesse, par exemple, et que vous reprenez activité, vous avez l'obligation de tenir la CNSS informée
de cette donne, afin que la CNSS suspende la pension pour vous permettre de travailler. Parce que si vous avez le statut de travailleur, il y a des cotisations sociales aussi qui doivent être récoltées. Donc, vous suspendez juste le temps que vous finissez la nouvelle période d'activité que vous avez entamée. À la fin, cette période d'activité sera ajoutée à l'ancienne période d'activité. Donc, on va reprendre la liquidation de la pension. Le montant peut changer. Voilà. Normalement, il peut y avoir augmentation. Augmentation, parce que c'est l'un des paramètres de calcul. Voilà. Donc, aussi longtemps cela grande votre période d'assurance, mieux le montant de votre pension sera. Voilà. Donc, la dernière particularité, c'est que les pensions sont saisissables et cessibles pour le paiement des dettes envers la CNSS et des dettes alimentaires. Ça veut dire quoi? Si on a payé, peut-être liquidé votre pension et qu'on se rend compte après qu'il y a une erreur de liquidation, la CNSS est fondée à précompter le trop perçu sur le montant de votre pension. Il arrive aussi des fois que la CNSS se voit obligée de retenir ce qu'on appelle couramment les pensions alimentaires. Il y a des décisions de justice qui ordonnent à la CNSS de payer des pensions alimentaires. Voilà. Donc, pour ces cas de figure-là, c'est pour dire qu'il faut que les assurés sachent que ça, la loi permet que la CNSS puisse récupérer ses dettes. Aussi pour les dettes alimentaires, ça aussi c'est autorisé. Je pense que c'est quelques particularités de la branche des pensions que je pouvais citer. D'accord. Est-ce qu'il existe des dispositions qui réglementent le paiement des pensions? Les dispositions qui réglementent donc ces paiements du certificat de non-remariage, certificat de vie pour les pensionnés de vieillesse, les pensions anticipées, les pensions d'invalidité. Il y a aussi le certificat de non-remariage pour le conjoint. Les certificats de scolarité aussi doivent être fournis par les orphelins. Lorsqu'ils sont scolarisés, c'est pour les enfants de moins de 21 ans. Et le certificat de vie pour les enfants de moins de 16 ans s'ils ne sont pas scolarisés. Voilà un peu, en gros, au niveau des pensions, les pièces que nous réclamons régulièrement aux bénéficiaires de pension. Madame Wali veut compléter? Le principe, c'est que le paiement est trimestriel. Ça, c'est la loi qui l'a dit. Le paiement est trimestriel. Mais la mensualisation aussi peut être acquise, surtout pour les pensions d'invalidité, lorsque le degré de l'invalidité est au moins égal à 75%. Donc, dans la pratique, on a deux périodicités de paiement. Le paiement mensuel, lorsque le montant mensuel de la pension est au moins égal à 30 000 francs. Voilà. Le paiement trimestriel, lorsque le montant mensuel de la pension est inférieur à 30 000 francs. Voilà. Donc, il faut aussi ajouter que les arrérages de pension ne sont pas versés pour une période excédant 4 ans, sauf si le retard est imputable au service de la CNSS. Ça aussi, c'est une disposition qui réglemente le paiement. Il faut aussi ajouter que les paiements des prestations sont suspendus lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, sauf pour les cas couverts par les accords de réciprocité. Ça veut dire quoi? Si vous êtes titulaire d'une pension, vous quittez le Burkina pour aller vous installer en France, par exemple. La CNSS n'est plus fondée à vous payer votre pension, sauf si entre le Burkina et la France, il y a des accords de réciprocité dans ce sens. Autrement dit, si vous quittez le Burkina, vous perdez le bénéfice de votre pension. Voilà, ça c'est aussi c'est une disposition. Voilà, que je voulais juste compléter. D'accord. Et comment sont liquidées les prestations des travailleurs qui ont été assujettis au régime de sécurité sociale géré par la CNSS et à un autre régime de sécurité sociale? On va revenir à Mme Wali. Ce qu'il faut dire à ce niveau-là, c'est que lorsque quelqu'un cesse d'être assujetti au régime de sécurité sociale géré par la CNSS, la personne ne peut pas d'emblée prétendre à un remboursement de cotisation. Je prends l'exemple de quelqu'un qui était travailleur salarié soumis aux dispositions du Code du travail, qui a travaillé pendant 5 ans et dont les cotisations étaient reversées à la CNSS. Au bout des 5 ans, la personne change ou gagne un autre emploi et maintenant est assujettie au régime de sécurité sociale géré par la CARFO. La personne ne peut pas demander, dès qu'elle quitte là, le remboursement des cotisations. Par la CNSS, ce n'est pas admis. Parce que les cotisations qui sont récoltées là servent à payer des prestations plus tard. Donc, cette personne devrait attendre d'avoir l'âge de départ à la retraite, voilà, selon sa catégorie socio-professionnelle pour prétendre à une prestation. À ce niveau, il faut dire qu'il y a quand même des conventions, il y a des lois qui instituent des coordinations
entre le régime de sécurité sociale géré par la CNSS et d'autres régimes. Au plan national, on a la loi instituant la coordination entre le régime de sécurité sociale géré par la CNSS et le régime de sécurité sociale géré par la Carrefour. Dans le micro-trottoir, le monsieur a dit qu'il a une pension de coordination, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les pensions de coordination. Donc la pension a déjà été liquidée au niveau de la Carrefour et il attendait justement la liquidation de la cote par CNSS. Donc à ce niveau, il y a des lois qui ont été votées dans ce sens. Il y a aussi une loi qui a été votée et qui régit le régime de sécurité sociale géré par la CNSS et le régime de pension de retraite des agents des collectivités. Donc à ce niveau, il y a la remarque fondamentale qu'il faut faire, c'est que lorsque la période totale d'assurance cotisée auprès des deux régimes, par exemple, lorsque la période d'assurance vaut 15 ans, il y a une pension qui est servie à l'intéressé. Voilà. Maintenant, pour qu'on puisse parler de pension de coordination, il faut au moins que l'assuré ait totalisé 15 ans de cotisation auprès des deux régimes. Donc, s'il a totalisé, par exemple, 10 ans auprès de la CNSS et 5 ans auprès de la Carrefour, il n'y a pas de problème. Il a 15 ans de cotisation. Chaque organisme calcule sa cote-part et maintenant on désigne l'organisme payeur. Si par exemple au niveau de la CNSS, on liquide la pension et on se rend compte qu'au niveau de la CNSS, le montant de sa pension est au moins de 30 000 francs et au niveau de la Carrefour, c'est 100 000 francs, ce qui veut dire qu'il a le plus cotisé au niveau de la Carrefour. Donc la CNSS, après avoir liquidé le dossier, va transmettre le dossier à la Carrefour pour que la Carrefour ajoute la part CNSS à la part Carrefour. Donc, ce n'est pas deux pensions qu'on touche, c'est une seule pension qu'on touche. Voilà. Au plan national, ça existe. Dans la sous-région aussi, il y a des conventions instituant des règles de coordination qui ont été signées aussi, qui existent entre le régime de sécurité sociale géré par la CNSS et d'autres régimes. Je peux parler du cas de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale de la Côte d'Ivoire, et la Caisse de retraite des agents de l'État de la Côte d'Ivoire. Donc, et dans la sous-région aussi, on a ces conventions. Le souci, c'était un peu pour protéger les travailleurs migrants. Parce que quelqu'un peut être appelé à quitter le Burkina pour aller travailler ailleurs. Et même au Burkina aussi, on peut être assujetti à un régime et cesser de l'être au profit d'un autre régime. Donc, lorsque les deux périodes valent 15 ans, on préfère liquider une pension. Comme je vous l'ai dit, l'allocation, c'est un paiement unique. Voilà. Vaut mieux avoir petit sur une longue durée que d'avoir peut-être une grosse somme et que peut-être 2-3 ans après on va se retrouver. Voilà. En fait, l'idée c'est ça. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que le remboursement des cotisations n'est pas admis. Le remboursement n'est pas admis. Même si la personne cesse d'être assujettie au régime de sécurité sociale géré par la CNSS, il faudra attendre l'âge de départ à la retraite et la période d'assurance. La prestation à laquelle la période d'assurance donne droit sera liquidée en application de la coordination si et seulement si la période d'assurance totale vaut 15 ans. Dans le cas contraire, chaque organisme va lui liquider une allocation de vieillesse. Alors, pour résumer, est-ce que quelqu'un qui aura cotisé une année ou 2 années, voire 5 années, et après qui se retrouve à la Carrefour, par exemple, est-ce que ces 5 années de cotisation sont perdues? Non, ces 5 années ne sont pas perdues. On va liquider notre quote-part. Et c'est ce que je vous disais tantôt. Il faut attendre d'avoir l'âge de départ à la retraite selon la catégorie socio-professionnelle. Si vous êtes par exemple un cadre, même si vous avez cessé d'être assujetti au régime à 45 ans, il faut attendre d'avoir 60 ans pour prétendre à la prestation. Donc, on garde ça en lieu sûr et on attend que vous atteignez du moins l'âge de départ à la retraite pour vous reverser une prestation. En quoi consiste le complément de la période d'assurance? On revient toujours à Mme Ouali. Donc, le complément de la période d'assurance, on peut dire que c'est une faculté qui est donnée aux bénéficiaires d'une allocation de vieillesse de souscrire à l'assurance volontaire pour compléter ces périodes manquantes en vue de bénéficier d'une pension. L'idée, c'est quoi? En fait, l'idée, c'est que quelqu'un qui est bénéficiaire qui n'a pas totalisé 180 mois, donc on lui donne l'occasion de pouvoir cotiser, de compléter ses périodes d'assurance. S'il a par exemple 150 mois, ça veut dire qu'il lui manque 30 mois. Voilà, donc la loi lui donne la possibilité de cotiser en qualité d'assuré volontaire pour pouvoir bénéficier d'une pension. C'est ce à quoi rime le complément de la période d'assurance. Il faut aussi noter ici que quelqu'un peut avoir plus de 180 mois d'assurance.
mais décide quand même de souscrire à l'assurance volontaire. On ne dira pas pour compléter, on dira ici c'est pour peut-être agrémenter, améliorer le montant de sa pension. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est aussi un facteur de calcul. Le complément de la période d'assurance, c'est ça. Mais ce qu'il faut dire, lorsque nous liquidons un dossier, et on se rend compte que le titulaire ne totalise pas 180 mois d'assurance, on vous propose de compléter afin de bénéficier d'une pension. Lorsque l'assuré reçoit cette proposition, il a 15 jours ouvrables pour réagir. Si l'assuré réagit en nous disant je décide de souscrire à l'assurance volontaire, on suspend le traitement du dossier, on lui permet de souscrire à l'assurance volontaire pour combler ses périodes manquantes. S'il répond aussi par la négative en disant que ça ne l'intéresse pas, l'allocation aussi de vieillesse c'est une prestation, donc on va lui calculer l'allocation de vieillesse et ça lui sera reversé une seule fois. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que le fait de payer, de souscrire à l'assurance volontaire, le paiement des cotisations là n'ouvre pas droit immédiatement à la pension. À ce niveau. Ce n'est pas parce que quelqu'un a souscrit à l'assurance volontaire aujourd'hui qu'il a payé les cotisations que dès demain son droit s'ouvre. Comme je vous l'ai dit, il y a des conditions aussi qui doivent être remplies. Pour l'assuré volontaire, quelqu'un qui a souscrit seulement à l'assurance volontaire, l'âge de départ à la retraite est de 56 ans. Par contre, pour quelqu'un qui a eu une double casquette, c'est-à-dire qui a été assuré obligatoire et qui a souscrit par exemple à l'assurance volontaire pour compléter sa période de cotisation. L'âge de départ à la retraite à retenir là, c'est l'âge de départ à la retraite qu'il avait quand il avait la qualité d'assuré obligatoire. Voilà. Donc le complément de la période d'assurance, en un mot, c'est ça. D'accord. Et quels sont les délais de prescription des prestations de la branche des pensions? On va se tourner vers M. Diallo. Oui. Le droit quand même à la pension de retraite et aux allocations de vieillesse est prescrit par 10 ans pour compter du premier jour de l'ouverture du droit. Mais les droits liquidés sont prescrits par 4 ans. Voilà, c'était essentiellement les points importants au niveau des pensions. Voilà. Et quelles sont les voies de recours dont disposent les assurés en cas de contestation ou de réclamation relative aux décisions prises par la CNSS? Dans ces cas, il faut dire que pour tout ce qui concerne un peu le dossier sanitaire, les prescriptions sanitaires et autres, nous nous remettons toujours au niveau du Comité national de santé pour leur expertise. Mais pour les dossiers d'ordre général, nous rendons compte plutôt à la commission de recours gracieuse, qui est un organe du conseil d'administration, voilà, et qui statue. D'accord. Voilà. Je vous remercie, M. Diallo. Merci. Est-ce que Mme Ouali veut dire un dernier mot par rapport à la branche des pensions? Donc, je voulais juste revenir sur la dernière question qui est relative aux voies de recours. Vous dites qu'au niveau de la branche des pensions, comme M. Diallo l'a dit, la voie de recours, que l'expertise médicale ne concerne que les dossiers de pension d'invalidité et d'incapacité. Parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a un certificat médical, voilà, qui est une pièce importante du dossier. Sinon, pour les autres prestations, comme il l'a dit, c'est juste la commission de recours gracieux. Voilà. Et à ce niveau aussi, au niveau de la commission de recours gracieux, là, il faut dire qu'il y a aussi un délai pour agir. Voilà. Même si vous devez saisir la CRG, il y a un délai pour agir. C'est la commission de recours gracieux. Voilà. Vous avez un délai de 5 ans. Si on vous notifie une prestation et que vous n'êtes pas d'accord, soit avec le montant de la prestation, soit avec toute autre chose, vous avez un délai de 5 ans pour saisir la CRG. D'accord. Voilà. Donc, si vous agissez aussi hors de ces délais, il y a aussi les conséquences, les conséquences qui peuvent en découler. D'accord. Je vous remercie, amis téléspectateurs. Je rappelle que nous avons eu Mme Larissa Ouali, qui est chef de la division prestations de la direction régionale de Bobo-Dioulasso. Nous avons également M. Saliou Diallo, chef de l'agence de Sarfalao de la direction de Bobo-Dioulasso. Amis téléspectateurs, merci à vous pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de votre émission à la découverte de la CNSS.